Ce matin, Maxime Bernier est ravi. C'est un temps idéal pour le jogging, il fait à peine 0 degré. Un beau matin. Je suis chanceux, on n'a pas des moins 15. Ça devrait être une belle journée. Il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il se lève tôt, comme tous les Canadiens. Son loyer pour son 3 pièces dans cette résidence, au prix du marché, est de 1 000 € par mois. Son seul signe particulier, c'est que Maxime Bernier est ministre d'État. J'ai pas de chauffeur. Mon chauffeur est à Ottawa. Il est disponible pour moi à mon bureau d'Ottawa lorsque je fais mes activités ministérielles. Et sinon, bien, j'ai pas besoin de chauffeur. Lorsque je voyage à travers le pays pour des activités officielles lorsque je suis ministre pour les petites entreprises et le tourisme, à ce moment-là, bien, je voyage. Nous ne voyageons pas en première classe. Moi, je voyage en classe économie. 15 minutes en voiture pour rejoindre le cœur d'Ottawa, la capitale fédérale du Canada. Pas de chauffeur donc, pas de garde du corps non plus. Ici, la confiance règne. Pas ma cachette à personne. Je mets toujours mes clés ici. Comme ça, quand j'arrive, je peux... Merci. Bon, on va se revoir, on va souhaiter une belle journée. À plus tard. Vive le vent, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour et bonne mer. 45 minutes plus tard, douché, changé, le ministre arrive à son bureau. Avec un détour pour le petit déjeuner, par la modeste cafétéria du ministère. C'est la cafétéria de l'édifice, donc tout le monde a le droit d'y aller. Donc tout le monde se mélange en fait, le ministre n'a pas, pas un régime d'exception. Oh non, absolument pas. Pas de régime d'exception non plus côté revenus. Sa fonction de député, obligatoire ici pour être ministre, lui apporte un salaire cumulé conséquent mais pas extravagant. Moi, dans mon cas précis, je suis payé mensuellement et dans mon compte bancaire à chaque mois, j'ai 8 900 $ qui est déposé dans mon compte. Pour votre fonction de ministre et de député? Oui, les deux ensemble. Son équivalent français, par exemple, serait payé du double au triple. Même régime pour ses conseillers. Le premier d'entre eux, son directeur de cabinet, un poste important, est payé moins de 4 000 € net par mois après impôt. Son bureau de ministre est à l'image de la fonction telle qu'on la conçoit au Canada. Confortable mais sans luxe ostentatoire. Sa télévision fonctionne mais elle est d'un autre âge. Je dis souvent que nous travaillons dans un bureau de verre où les gens peuvent voir tout ce qu'on fait. Et donc, ça force les politiciens à ne pas dépenser des sommes énormes sur des cadres qui risquent de faire les manchettes. Les manchettes, ce sont celles des journaux. Le ministre sait qu'il est constamment sous le regard des journalistes. Le Canada est l'un des pays les mieux notés au monde pour la liberté de la presse. Ici, la classe politique la respecte et la craint. Marché public frauduleux, coût d'installation d'une sonnette dans un ministère, scandale dans la police ou encore dépenses injustifiées en Viagra pour les anciens combattants, les médias canadiens ne laissent rien passer. Dans ce bureau, les journalistes ont 2 armes, la loi sur l'accès à l'information qui permet à tout citoyen d'obtenir chaque document gouvernemental et leur collègue William Leclerc. On ouvre le courrier, comme à chaque matin quand on arrive. Il est recherchiste. Spécialiste d'Internet, opiniâtre et persévérant, il bombarde tous les jours les ministères de demandes légales de documents. Il peut aussi, comme n'importe quel Canadien, éplucher en ligne les comptes du gouvernement. Il est allé en voyage à Athènes, en Grèce, pour des affaires gouvernementales. Ça a coûté 6 000 voyages. Tout le monde y passe, et pas seulement les ministres. Comme la note de restaurant de ce conseiller en communication lors d'un voyage de presse à Toronto, 60 $ et 70 cents. La transparence est telle au Canada que chaque contrat public supérieur à 10 000 $, soit 8 000 €, fût-ce pour de simples fournitures de bureau. À l'origine de la découverte de plusieurs scandales, William Leclerc est un chien de garde intraitable sur l'argent public, que ce soit pour le prix d'une bouteille de champagne ou des préservatifs des soldats.
On avait demandé à la Défense combien ils ont dépensé pour acheter des condoms. On avait vu qu'ils ont été armés de 1,5 million en condoms pour aller, par exemple, en Afghanistan. J'imagine, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à faire avec les condoms-là. Au Canada, on économise les sous de l'État. Épargne et chasse au gaspille, quand il fait froid, c'est une règle communément admise. Le pays dit avoir maîtrisé ses coûts, par exemple avec ses centres de services gouvernementaux, où un seul fonctionnaire polyvalent peut vous aider aussi bien pour vos impôts que votre passeport ou votre recherche d'emploi. Un pays dont le système financier est l'un des plus stables du monde, les banques canadiennes plus prudentes ayant un peu échappé à la crise. Un État dont la réputation assure qu'il allie le meilleur des deux mondes, une protection sociale à l'européenne, un pragmatisme économique à l'américaine. Pourtant, le pays revient de loin. Début des années 1990, le Canada perd son triple A. Les députés annoncent qu'ils gèlent leur salaire. La dette nationale est présentée comme catastrophique, même si elle est à l'époque inférieure à celle de bien des pays européens aujourd'hui. Le Wall Street Journal parle alors de banqueroute. La presse américaine ironise sur un pays sous-développé, comparant le dollar canadien au peso mexicain. En 1995, le gouvernement centriste des libéraux de Jean Chrétien, le Premier ministre, va alors administrer un traitement de choc. Il y a des moments où, dans l'intérêt du peuple, des choix fondamentaux doivent être faits. Chaque ministère doit répondre à des questions clés pour savoir ce que le service public doit garder. L'argent peut-il être mieux dépensé? Est-ce efficace? Est-ce le rôle de l'État? Peut-on transférer au privé? Le couperet tombe. 15% des budgets des ministères amputés. 20% des fonctionnaires licenciés. Le Premier ministre lui-même donne l'exemple. J'ai commencé la première journée, l'épouse du Premier ministre avait un bureau et une secrétaire et j'ai dit à mon épouse qu'elle n'avait plus de bureau et qu'elle n'avait plus de secrétaire. Alors quand on commence à la maison, ensuite c'est plus facile ailleurs. Nous l'avons fait d'une façon égale pour tout le monde. Il n'y a pas eu aucun ministère qui a été exempté. Tout le monde a été traité, pas de la même, on n'a pas fait des coupures exactement les mêmes, mais on a fait le même processus à l'intérieur de chacun des départements. Même cure pour l'armée. Les militaires en voudront pendant des années à l'intraitable Jean Chrétien qui annule leurs commandes d'hélicoptères ou de chars. Il voulait avoir des chars, mais ici, je dis des chars pourquoi? Nous, on a seulement qu'un voisin qui pourrait nous envahir, ce sont les Américains. Pensez-vous que 100 chars vont faire la différence si les Américains allaient nous envahir? Comment les Canadiens et les fonctionnaires ont-ils pu accepter pareille amputation? Le syndicaliste Jérôme Turc a participé aux négociations à l'époque. Opposé à l'origine sur le principe de la réforme, les syndicats ont joué le jeu de la démocratie et négocié des conditions de départ favorables. Le Canada n'a pas été dans la rue et à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Une fois que c'est voté au Parlement, mais il faut être capable de trouver la meilleure échappatoire pour les gens qui ont payé des cotisations syndicales pendant 30 ans. Et vu qu'il y avait déjà quand même plusieurs personnes qui se sont portées volontaires, comment je pourrais dire, le coup de massue a été plus facile à tolérer. Le coup de massue a même propulsé bon nombre de fonctionnaires vers des bureaux bien plus attrayants et au grand air. L'un d'entre eux a atterri dans cette jolie maison, carte postale du Nord canadien, entre neige et sapin, perdue au milieu des vignes. Et oui, il y en a même au Canada, et Raymond Huneau n'a pas eu peur du défi.